ça, c'est bonne Geoffrey. Oui. Bonsoir tout le monde, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette table ronde consacrée au sujet aussi essentiel que passionnant, l'histoire et mémoire dans l'espace public. Nos villes, nos places, nos monuments, mais aussi nos rues, nos mémoires et parfois nos silences racontent des histoires. Pourtant, ces récits ne parlent pas toujours d'eux-mêmes. Ils demandent à être transmis, questionnés, réinterprétés, parfois même réconciliés avec le présent. La ville de Fort-de-France est un parfait exemple, car cette ville, au passé colonial, est un espace public complexe, mais riche et extraordinaire. Et c'est cette ambivalence qui rend notre ville si unique. C'est précisément là qu'interviennent des actions de médiation dans l'espace public. Comment rendre l'histoire et la mémoire accessibles sans la simplifier? Comment faire dialoguer patrimoine, citoyenneté et diversité des publics? Comment occuper l'espace comme un lieu vivant de transmission, de débat et d'émotions collectives? Beaucoup d'initiatives ont déjà été faites, notamment comme Pomme Foyale d'Elisabeth Landy ou encore par Conciro de la station culturelle avec l'artiste Babou Floro. L'initiative Écodoué, son parcours patrimonial foyalais, Descendre en ville d'Olion, l'histoire de Valériane Edmond-Mariette, les balades culturelles de l'Office du tourisme du centre, les arrêts gourmands et historiques de Tété Douette de Magny, ou encore le circuit mémoriel foyanois de l'Inéquité. Bref, autant d'initiatives avec des acteurs et des actrices amoureux et amoureuses de l'histoire de la ville qui souhaitent montrer une autre Fort-de-France, une ville dont la mémoire ne s'atarie jamais. Cela montre aussi à quel point Fort-de-France n'a pas encore exploité son plein potentiel et en est. Il faudra soutenir plus que jamais ces initiatives qui sont de véritables liens entre le public et la mémoire collective urbaine. Ce soir, nous aurons la chance d'explorer ces questions avec des intervenantes et des intervenants au regard complémentaire, issus de différents champs de culture, de l'histoire, de la mémoire et de la médiation. L'idée n'est pas seulement de partager des expériences, mais aussi d'interroger nos pratiques. À qui parle-t-on? De quel point de vue? Et comment faire de l'espace public un véritable espace de rencontre autour de l'histoire et de la culture? Je ne vais pas être plus longue, je vais les présenter à tour de rôle. Monsieur Christian Jean-Etienne et Monsieur Éric Caberia, membres du comité de devoir de mémoire et concepteur du projet Mémoire Nomade. Elisabeth Landy, professeure d'histoire, auteur du livre Anti-Pom-Pom à Foyal et créatrice du circuit qui porte le même nom. Et Gilbert Pagot, historien et auteur de nombreux ouvrages, notamment Mots et mémoire de la Martinique. Je les remercie d'avoir répondu présents et présentes, et je remercie également de pouvoir participer à cet échange tout à l'heure, quand on va pouvoir vous questionner sur vos retours. Et je vous propose d'entamer ce débat, d'entrer dans le vif du sujet en posant la question à M. Jean-Etienne et M. Caberia. Premièrement, quelles sont les missions du comité devoir de mémoire? Parce que c'est vrai que beaucoup de personnes ne connaissent pas ce comité. Et puis, Mémoire Nomade Kézako. Qu'est-ce que c'est concrètement? Comment le projet est né et comment ça a arrivé à la réalisation? Merci beaucoup. Je vais essayer de répondre à tout ça. Alors, le comité devoir de mémoire, créé en octobre 1977, on commence à vieillir. Il a été effectivement créé à l'occasion du 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Le comité de devoir de mémoire, c'est un collectif d'hommes et de femmes rassemblés dans l'unique but de participer à la réhabilitation d'une histoire raturée, gommée, l'histoire de l'esclavage, de la traite transatlantique, qui a bien duré 4 siècles et visé des millions de vies. Le comité a milité pour que l'esclavage et la traite négrière soient qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous y avons participé. Aujourd'hui, le comité, on continue de travailler
Il milite contre l'oubli et il milite contre une nouvelle maladie, l'amnésie. Parce qu'effectivement, certains ont des relations un peu particulières avec l'histoire. Aujourd'hui, effectivement, il s'agit de restituer pour notre comité des repères historiques à nos populations dépourvues de mémoire, afin que notre histoire, trop longtemps gommée ou occultée, ne sombre pas à nouveau dans l'indifférence et l'ignorance. Alors justement, ce projet qui aujourd'hui arrive à son aboutissement, Mémoire nomade, qui est l'idée de notre ami et camarade Élie Caberia, il vous en parlera tout à l'heure, est né de cette démarche de vouloir effectivement ressusciter en quelque sorte la mémoire, l'histoire, pour la rendre accessible au plus grand nombre. La mémoire, à ce moment-là, grâce au QR code, n'est plus figée, elle devient fluide, accessible partout et elle accompagne dans les promenades, dans les pérégrinations, le public, l'écolier, l'étudiant, l'habitant du quartier. Et quelque part, nous sommes persuadés que leur existence, parce qu'il y en aura d'autres, vont participer à la valorisation du quartier. Effectivement, des mémoires s'y situent jusque dans les années 70. Les mémoires des luttes martiniquaises ont été étouffées par les mémoires officielles reconnues par l'État, comme la traite des Noirs, l'esclavage, 1848, septembre 70, la dissidence pendant la Deuxième Guerre mondiale, la grève du 24 mars sur la montagne, février 1974. Cette mémoire officielle, effectivement, avait pour but d'occulter notre histoire. Il y a eu à l'époque une mise en scène de mémoire officielle reconnue par l'État grâce à l'art, à des statues, à d'autres monuments, à des cérémonies, par la construction d'un mémorial qui n'était pas le nôtre. Aujourd'hui, nous sommes amenés à en discuter histoire et mémoire. L'histoire, c'est l'étude et l'écriture des faits du passé, c'est une science humaine qui étudie les faits avec une exigence d'objectivité, en s'appuyant sur la critique, la confrontation des sources, les archives, les témoignages. Il faut savoir critiquer en les resituant dans le contexte pour expliquer le passé de façon neutre, de passionnée, en principe. Elle est produite par des spécialistes, des historiens, qui se placent sur le terrain de la connaissance et non de la morale ou de la justice. Si l'historien ne peut pas être pleinement objectif, il faut le reconnaître, il essaye de l'être en confrontant des points de vue. Le regard qu'un groupe porte sur son passé suscite un besoin d'histoire et peut évoluer grâce aux travaux des historiens et grâce à l'évolution de l'enseignement de l'histoire fondamentale. La mémoire, quant à elle, certains historiens lui reprochent d'être une approche affective, l'utilisation sélective des souvenirs, des témoignages. Si la mémoire correspond à un ensemble de souvenirs liés à un événement vécu par des individus ou par un groupe d'individus, elle suppose un lien affectif, elle est donc subjective. Mais la même mémoire permet d'ancrer cette histoire dans notre présent, pour lui redonner une dimension humaine et vivante. L'histoire nous fournit des repères historiques nécessaires pour comprendre où nous venons. C'est la mémoire qui nous permet de nous approprier ce passé comme un acte fondateur pour notre avenir. La mémoire d'un événement constitue en elle-même un objet d'histoire. L'historien étudie l'évolution des mémoires. La mémoire est aussi une source pour les historiens. L'histoire, par des analyses croisées, témoigne de nos complexités, de nos ambiguïtés, de nos richesses, du devoir de mémoire et de réparation. C'est une question sensible, qui dérange ou qui effraie certains. Il faut avoir le courage de l'aborder. Elle devrait mesurer l'écart entre l'utopie, l'idéalisme et les contraintes de tout ordre à prendre en compte. Contraintes historiques, philosophiques, psychologiques, sociologiques, idéologiques, juridiques, économiques, et j'en passe. C'est pour ça que le sujet est complexe. Ainsi peut se mesurer les enjeux et la complexité des revendications liées aux réparations en termes de dignité, de justice, de mémoire, d'indemnité et de responsabilité. Toutefois, il faut retenir que la France avait officiellement choisi de se souvenir de la France des abolitions, plus facile, occultant par là même les responsabilités de la France esclavagiste et des réparations nécessaires. Je ne suis pas plus long pour donner plus de temps à l'échange. Pour conclure, je pourrais dire que en quoi les actions de réparation pourraient-elles contribuer à construire une nouvelle relation avec nous-mêmes, nos lieux de mémoire, nos lieux de travail, nos territoires, pour créer un nouveau type de relation basé sur l'égalité, l'antiracisme et plus de justice dans notre société québécoise. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Monsieur Jean-Michel, et je vais pouvoir faire une belle transition avec son intervention en posant la question à Monsieur Pagon. Quels sont, selon lui, les points mémoriels majeurs de la ville de Fort-de-France en quelques mots pour pouvoir donner la parole à Madame Nandi et qu'elle puisse nous donner justement l'idée du circuit anti-Poponfoya. Ça fera une très belle transition. Donc, Monsieur Pagon, je repose la question, selon vous, les points mémoriels majeurs de la ville de Fort-de-France, quels sont ces points? Il y en a plusieurs. Bonsoir tout le monde. Et il y en a plusieurs. Il y a ceux qui relèvent de l'administration coloniale elle-même. Il y a ceux qui relèvent de l'administration coloniale elle-même, par exemple. Les éléments militaires. Quand vous avez le Fort Saint-Louis, par exemple, qui est le fondement d'ailleurs de la ville de Fort-Royal. Ça, c'est l'élément colonial qui est présent. Il y a d'autres éléments coloniaux, comme par exemple la fameuse porte du tricentenaire, parce qu'il fallait à ce moment commémorer le fait que la France y était présente à la Martinique depuis 300 ans. Ça date donc de 1935. Et puis il y a des éléments moins connus, que quelquefois on laisse tomber en désuétude sans regarder. Par exemple, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens ici qui connaissent la fontaine Mako, par exemple. Parce que c'est une fontaine qui est en train de se dégrader. On a même mis, je crois, autour un fil barbelé ou quelque chose comme ça. Et qu'est-ce que ça représente? Mais oui, mais je les laisse deviner, mais où elle est. Parce que peu de gens savent où elle se trouve. Elle est aujourd'hui en face de la savane de Fort-de-France, juste à côté du circuit du TCSP. Et il y a là quelques arbres qui permettent de faire pipi. Et il y a cette fontaine avec 4 branches. Et qu'est-ce qu'elle représente, cette fontaine? Alors d'abord, elle servait à donner de l'eau à Fort-de-France, et de l'eau potable, mais surtout, elle avait été construite par un gouverneur qui s'appelait Mako, c'est donc la fontaine Mako, et ce gouverneur, en fait, avait été celui qui, quelques années après son passage ici, avait organisé la fameuse loi Mako de 1845 qui demandait d'interdire de donner le fouet aux esclaves et qui demandait d'interdire que les esclaves ne puissent être enfermés sur les habitations, mais qu'ils soient emmenés dans les quelques mairies qui avaient été créées en 1838, et on appelait ça la Macoline. Ça, c'est un lieu de mémoire qui me paraît extrêmement important. Alors, pendant longtemps, d'ailleurs, les libres de couleur de la Martinique, c'est-à-dire ceux qui étaient sortis de l'esclavage, mais qui étaient encore dans une situation inégalitaire, eh bien, ils allaient manifester auprès de cette fontaine. C'était quelque chose d'important dans la mémoire collective qu'on n'a pas... Et ces mêmes livres de couleur se retrouvaient aussi sur une autre petite place qui aujourd'hui est complètement désertée, abandonnée, on ne sait même pas trop à quoi elle sert. C'est la fameuse place dite Fabien Véronique, qui était la place des livres de couleur, où on avait mis la statue d'Ernest de Proge, fils qui a été déboulonné. Mais où on avait mis la statue d'Ernest de Proge, ancien président du Conseil général, ancien député de la Martinique, et cette statue représentait quoi? Cette place Fabien Véronique, elle représentait la lutte qui a été menée par les libres de couleur, et en particulier la fameuse arrestation en 1823, non seulement de Bicêtre, de Fabien et de... Le troisième, le nom ne me vient pas, mais ça revient. Volney, bien sûr, et Volney. Et bien entendu, eh bien, cette lutte des livres de couleur
avait son importance, d'autant plus qu'on l'a relié d'ailleurs à la rue, à un avocat qui les avait défendus pendant tout ce procès, et c'est la fameuse rue qui part depuis le palais de justice et qui aboutit sur le boulevard du bord de mer, de proche. Eh bien, c'est la rue, elle passe devant le marché, c'est la rue Isambert, qui était donc l'avocat de... Ça, c'est encore des lieux de mémoire qu'on ne connaît pas. Autre élément de mémoire, quelquefois, ça n'a pas laissé de traces, ou même quand les traces sont là, on ne sait pas ce que ça veut dire. Il y avait par exemple une rue qui s'appelait la rue du Vieux Chemin, à la Martinique. Et on l'a débaptisée pour donner le nom d'un professeur qui s'appelait Xavier Orville, un excellent professeur par ailleurs, qui mérite bien entendu que son nom soit honoré, sauf que le nom de rue du Vieux Chemin représentait toute la structuration, toute la création, ce qu'était la ville de Fort-de-France. Lorsqu'on quittait le centre-ville et qu'on voulait se rendre sur les montagnes, par exemple des régions comme ici, eh bien on était obligé de traverser une immense mangrove dans ce qu'on appelait le quartier des Misérables et qu'on a appelé après le quartier des Terres Saint-Ville. Et lorsqu'on passait dans cette rue du Vieux Chemin, cette rue du Vieux Chemin aboutissait à un autre lieu mémorable dont on a, au niveau de l'architecture, malmené, je veux dire, le nom, c'est le fameux pont de Chêne. C'est-à-dire que lorsqu'on quittait cette mangrove et qu'on voulait prendre la route dite de Balata, on était obligé de traverser la rivière sur un pont en bois qui, chaque fois qu'il y avait la crue de la rivière Madame, emportait ce pont. Et on l'avait donc attaché avec des chaînes. Et ces chaînes ont existé il y a encore 70 ans. J'ai connu ce pont de chaînes avec les chaînes. Eh bien, on a refait. On aurait pu au moins avoir mis quelques petites chaînes. Non, on a mis un moment les chaînes et puis je crois que maintenant il y a des tuyaux tout simplement. Bon, bref, toujours est-il que ce pont de chaîne ou bien cette rue du Vieux Chemin, ça représente pour moi des lieux de mémoire extrêmement importants pour comprendre ce que c'est que la constitution de la ville. Et puis enfin, pour ne pas être trop long, il y a aussi les autres éléments qui viennent de la propagande officielle. C'est évident, vu que nous étions dirigés par les gens, eh bien, il y a eu des statues de l'impératrice Joséphine, il y a eu des statues d'Édimbourg, il y a eu ces différents éléments. Par contre, on a négligé toute une série de personnages. Par exemple, on nous a parlé de celui qui a fait la conquête ici, Belin de Nambu. On ne nous a jamais parlé de celui qui s'est opposé à la conquête. D'ailleurs, je ne crois pas qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent le nom. Par exemple, Cayerman, qui, à mon avis, a autant d'importance qu'une Anacaona pour l'île d'Hispaniola, ou bien qu'Atue pour Cuba, etc. On n'a pas ces noms-là. On n'a pas ces noms de personnages. Et à mon avis, ce serait intéressant qu'on puisse quand même reparler de ces personnages, parce que des luttes comme celle d'Atue, d'Anacaona ou de Cayerman, eh bien, méritent d'être connues. Voilà, j'ai été un petit peu long, mais si je ne vous ai pas ennuyé... Pas du tout, monsieur Bago, je ne pense pas. Avant de pouvoir donner la parole à monsieur Caberia, je vais quand même poser la question à madame Landy sur l'idée de Anticompompoya, puisque monsieur Caberia pourra apporter justement la naissance du concept de mémoire nomade, mais surtout aussi comment ce concept pourra être élargi. Allez-y, madame Landy. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir, madame Vertal et madame le premier adjoint.
ou la première adjointe plutôt. Alors, Anti-Pomme-Pomme Foyal, ça c'est le premier titre, et puis il y a un sous-titre qui s'appelle La grammaire décoloniale d'Aimé Césaire. L'objectif de cette balade, qui est devenue un petit ouvrage, c'était de montrer que, premièrement, l'espace public n'est pas neutre, qu'il raconte quelque chose, qu'il raconte une hiérarchie, comme vient de le montrer Gilbert, une histoire, une vision du monde, une manière de distribuer la légitimité. Et mon objectif était de montrer comment Aimé Césaire avait tenté de reconfigurer la mémoire de cet espace sans effacer l'histoire. Alors, je ne vais pas vous raconter tout le livre, on n'aura pas le temps, mais juste vous dire que, en fait, la stratégie d'Aimé Césaire, c'était de ne pas effacer ce qui avait été mis en place par les régimes précédents, mais de les mettre en dialogue, les différentes époques, un peu comme un livre, comme les parchemins que l'on grattait au Moyen-Âge parce qu'ils coûtaient trop cher et on réécrivait par-dessus. Un peu comme un palimpseste. Donc c'était ça l'idée, parce que pour Aimé Césaire, il refuse ce qu'il appelle des impasses, soit l'effacement pur et simple, soit la sacralisation du passé. Et donc pour lui, une société, en particulier une société née d'une violence matricielle qui est l'esclavage, une société post-coloniale ne peut pas se reconstruire ni dans l'amnésie dont parlait Christian, ni dans la haine, ni dans une guerre permanente des mémoires. Donc il a voulu inventer une nouvelle voie, une politique de reconfiguration mémorielle. Et je vais vous prendre un exemple pour illustrer cela. Au moment des déboulonnages, on sait, en 2020, ça fait déjà 6 ans, ça va bientôt faire 6 ans, on s'est interrogé, mais pourquoi Aimé Césaire n'avait pas enlevé la statue de Joséphine? Pourquoi il n'avait pas enlevé la statue au moment de l'inauguration de la négresse libre? Pourquoi il n'avait pas enlevé la statue de Victor Schœlcher? Juste une petite anecdote, ça fait quand même 55 ans que la statue, enfin l'œuvre a été inaugurée, c'est dingue ça. 55 ans, il y a encore, je fais tout le temps des petits sondages, il y a encore des gens qui ne connaissent pas ni l'endroit, ni l'œuvre. 55 ans. Et c'était quand même la deuxième statue dans la Caraïbe, la deuxième œuvre en hommage aux esclavisés anonymes après Port-au-Prince, après le Negmaron de Port-au-Prince qui est de 67-68 par Albert Mongonès. Donc, pour lui, il faut inventer une nouvelle voie, une configuration. Donc, je vais vous partir des 3 exemples, Joséphine, Schœlcher et Trenet, et Coco Rolly-Courage. Joséphine, elle a été inaugurée en 1859 sous le Second Empire. C'était son petit-fils qui était l'empereur, qui dirigeait la France. C'est lui qui a offert le marbre, d'ailleurs. C'est une souscription des Blancs créoles pour honorer, la Blanche créole qui était devenue impératrice et qui a fondé des dynasties, puisque dans toute l'Europe, il y a des descendants de Joséphine. Cette statue de Joséphine de Beauharnais se situait, pour ceux qui, pour les très jeunes, au centre presque géométrique de la Savane, qui était la place d'Armes, donc un espace colonial et militaire de Fort-de-France, et la statue toisait un peu les foisilés de sa ville de naissance par-dessus la baie. Alors, qu'est-ce qu'elle symbolisait au moment où elle a été inaugurée? Elle symbolisait, après 48, après la Deuxième République, qui n'a duré que 2 ans, même pas 2 ans, elle a duré 6 mois. Le discours d'Aimé Césaire le dit très bien. À partir de juin 48, nous ne sommes plus du tout dans la République lyrique, généreuse et de gauche. C'est le parti de l'ordre qui prend le pouvoir et qui d'ailleurs écrase dans le sang une manifestation d'ouvriers à Paris. Ce sont les fameuses journées de juin. Et d'ailleurs, ce seul républicain se présente aux élections présidentielles en décembre, il est battu à cause de cette répression. C'est comme ça que Louis-Napoléon Bonaparte, petit-fils de Joséphine, est élu président de la République, lequel Louis-Napoléon Bonaparte fait un coup d'État en 51 et en 52 instaure le Second Empire, pas aussi de manière autoritaire. Et donc,
installée en 59, cette statue, c'est le retour des grands blancs créoles, c'est le retour au cœur de l'espace public, bien entendu, mais aussi au cœur de l'ordre symbolique et politique. Cette statue ne symbolise pas qu'une femme, elle symbolise l'ordre impérial, le Second Empire, l'ordre racial, parce que l'ordre racial est au cœur de notre histoire, et la centralité blanche dans l'espace public colonial, avec une présence massive, comme ça se faisait au XIXe siècle. Toutes les statues du XIXe siècle, il fallait un socle qui faisait à peu près 2 mètres, et puis vous aviez la statue dessus, donc en gros, elles sont à 4-5 mètres. Aujourd'hui, on ne fait plus ça, on les met au ras du sol, au milieu des gens. Donc, cette présence massive au centre de la ville rappelle que la mémoire officielle demeure structurée par des récits de la puissance coloniale. Bien. Alors, Césaire ne décide pas ni de l'enlever tout de suite, quand il arrive au pouvoir, il la déplace en 74. Pour ceux qui étaient nés en 74, bien que j'avais dit lever la main, ceux qui étaient nés en 74. C'est-à-dire que ce qu'il fait très important parce qu'il la marginalise. Ça n'apparaît pas aussi révolutionnaire à l'époque, mais bien qu'il y ait une chanson, hein, Le déplace de Joséphine, que en principe tout le monde connaît, ça n'apparaît pas comme quelque chose de fondamental. Et pourtant, le fait de la déplacer et de la mettre dans la contre-allée sous l'état marinier de l'époque, c'est une façon de la marginaliser cette histoire. Elle n'est plus au centre, elle est sur les bas-côtés de l'histoire. Et peut-être que ça prépare sa destruction, en tous les cas sa décapitation. Peut-être que ça prépare sa décapitation dans les esprits. Et peut-être que ça prépare son déboulonnage en 2020. En tous les cas, il retire au symbole colonial sa centralité. La statue n'est plus au cœur du récit. Et ce récit-là n'est plus au cœur de l'histoire martiniquaise. Alors, il n'est pas dans sa culture, il n'est pas dans sa manière de penser, d'enlever. Pour lui, la trace, même si elle est coloniale, elle doit être lue, elle doit être comprise, elle doit être contextualisée. Et il le dit, il ne le dit pas avec ces mots-là, mais c'est ce que ça veut dire. Il faut comprendre qu'une société doit pouvoir lire ses propres violences. Sinon, cela peut revenir avec encore plus de violence. Donc il faut affronter cette histoire-là. Autrement dit, pour Césaire, la mémoire décoloniale ne consiste pas à faire disparaître le passé, mais à la désacraliser. C'est pour ça qu'il la maintient, mais en la déplaçant. Il la maintient, mais elle n'a plus de sens. Elle n'a plus d'importance. Et il comprend aussi que sans Joséphine, la statue de Schellcher n'a pas de sens. Pourquoi? C'est l'objectif de Anti-Pompon. Parce que la statue de Schellcher, au départ, elle devait être à la 5e. C'était une souscription du Conseil général de l'époque à majorité républicaine. Alors, être républicain à la fin du 19e siècle, c'est être de gauche, voire d'extrême gauche. Plus on monte dans le siècle, plus on est républicain à l'extrême gauche, on était même interdit. Avant 1948, les républicains ne pouvaient pas se réunir. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils profitaient des enterrements, ils faisaient des oraisons funèbres qui duraient comme un discours, ils profitaient des banquets, où ils faisaient des toasts qui duraient comme un discours, parce que c'était interdit en France. Donc, être républicain, c'était être d'extrême gauche. Et quand la République revient, le suffrage universel revient, et le Conseil général, qui avait quand même beaucoup de pouvoir, beaucoup plus qu'aujourd'hui, est composé à majorité de républicains, j'avais dit aux noirs pour aller vite, enfin non blancs, quoi. Voilà. Et donc c'est eux qui, principalement, un petit peu la population, mais c'est une volonté de faire cette souscription après la mort de Victor Schellcher pour Saint-Pierre. Mais bon, la statue est détruite par l'éruption, donc il y a une deuxième souscription qui sera faite, et la statue va être inaugurée en 1904 devant le palais de justice. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une réponse à Joséphine. C'est une réponse 50 ans plus tard au pouvoir des Blancs. C'est cette fois-ci le pouvoir de la République, c'est-à-dire de la justice sociale, en tous les cas, celle qui est promise et celle qui est attendue, au moins. Et il comprend, c'est-à-dire que si on enlève Joséphine, la statue de Victor Schellcher n'aura plus
le même poids, la même force dans la dénonciation de l'ordre racial, de l'ordre impérial, de l'ordre esclavagiste, de l'ordre colonial. Donc ces deux statuts dialoguent entre elles. L'une ne va pas sans l'autre. Et donc, ce qu'il va proposer ici, à Fresnel, dans un quartier populaire, c'est de déplacer le récit républicain. Parce que si Césaire, et le discours le dit très bien, le discours de 71, Césaire connaît l'histoire de la Martinique très bien, comme il connaît l'histoire d'Haïti très bien. Quand il est à Paris et qu'il n'y a pas de session parlementaire, il est dans les archives. D'ailleurs, si vous allez visiter la bibliothèque de l'Assemblée nationale, on montre son bureau. Donc les gens, ils déposaient, ils commandaient, il n'y avait pas besoin d'aller comme les petits historiens de base, aller chercher, aller fouiller lui-même les archives. On déposait pour lui le paquet d'archives qu'il avait demandé. Et donc, il connaît très bien cette histoire et il sait très bien que le travail, qu'est-ce que c'est que le travail législatif pour abolir l'esclavage, qu'est-ce qu'il a fallu mettre en œuvre pour que la commission ait lieu, etc. Et pour autant, donc il ne rejette pas Schellcher, bien au-delà. D'ailleurs, il dit dans une lettre qu'il vénère Schellcher. Donc il n'est pas... Voilà. Il ne rejette pas Schellcher, mais il refuse les simplifications binaires. Il reconnaît le rôle de Schellcher dans l'abolition, mais il refuse que Schellcher devienne l'unique figure du récit mémoriel martiniquais, avec un marbre, donc une matière noble, paternaliste, qui offre la libération, qui offre l'émancipation. Et donc il introduit une complexité fondamentale. Oui, l'abolition existe. Oui, la République, dans un moment de générosité post-révolution, prend la décision d'abolir et de donner la citoyenneté, mais cela ne peut pas effacer les résistances civiles, serviles, cela ne peut pas effacer l'insurrection. Et donc cette position intellectuelle qui peut apparaître comme par certains incomprise, moi je suis tout le temps interpellée sur cette espèce d'entre-deux de Césaire, pourquoi il n'a pas, pourquoi le moratoire, pourquoi ceci, pour chacun sa complexité, peut-être chacun ses contradictions, et puis comme dit Fagnon, chaque génération a une mission à accomplir, donc voilà. Pour Schellcher, les esclaves n'ont pas été passifs, et ça il le dit dès 1948, dans le discours de 1948, il parle du 22 mai. Il se révoltera à nombreuses reprises. Il a cité Schellcher. Il cite Schellcher et toutes les révoltes d'esclaves du 19e siècle. Et pour lui, ça a été des acteurs signifiants. C'est une position extrêmement exigeante intellectuellement parce qu'elle refuse à la fois l'idéalisation et l'effacement. Et donc, cette œuvre de Coco René Corail qui est en fer forgé, donc une matière rude, dure, c'est noir, quand vous passez la main dessus, ça n'a pas la même, il y a des aspérités, ça signifie la lutte âpre, le sang qui coule, la bataille, ce qu'il faut comme sacrifice pour obtenir sa liberté. Et bien pour lui, cette statue est un contre-récit au récit paternaliste de l'abolition de l'esclavage, instrumentalisé par les républiques françaises. Ce n'est pas l'homme qui est remis en cause, c'est la statue qui est remise en cause. Donc, c'est ce travail sur la réappropriation du sujet historique, ici, et c'est cette chaîne, alors on dit dialogue, on pourrait dire trialogue, c'est ce trialogue entre ces trois statues qui constitue le centre de son travail, parce que, en fait, ce travail de Coco René Corail modifie radicalement le centre du regard en 71. C'est-à-dire que cela modifie l'écriture de l'histoire en 71. Ce n'est plus le bienfaiteur qui est au centre de la scène, c'est l'esclave insurgé, qui plus est une femme en 71. C'était quand même pas, ça n'arrivait pas souvent qu'on mette des femmes en valeur, qui nous indique que la liberté, la dignité, la justice, ça se conquiert. Ça se conquiert peut-être par le combat. Elle est debout, vous l'avez dit, elle est debout, elle est au combat, c'est du fer forgé, elle est armée, elle est en résistance, elle a un enfant blessé, etc., etc. Et cette transformation est immense. Elle est immense, et c'est ce que j'ai essayé de faire à travers plusieurs exemples dans Antipom comme à Foyane. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout une visite touristique,
Je n'ai pas du tout fait l'inventaire de tous les sites patrimoniaux ou mémoriaux. J'ai voulu montrer comment il a pris cette ville coloniale, cette cloaque coloniale, et qu'il a voulu en faire avec les limites de l'époque, avec les limites financières de l'époque, tout simplement déjà commencé, avec les limites techniques de l'époque, et puis parce qu'il n'y avait pas de communication, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il a voulu en faire un espace d'émancipation, un espace, c'est-à-dire que l'émancipation soit dans la pierre, soit dans la ville, soit dans les noms de rues, dans les noms de places, dans les objets, etc., etc. Voilà, c'était ça mon objectif. Merci beaucoup Madame Landy pour cette intervention et avoir bien posé les jalons du circuit anticopolia. Je vais passer tout de suite la parole à Monsieur Caveria qui va donner justement la genèse même du concept mémoire nomade et surtout comment ça va pouvoir s'harmoniser dans l'espace public avec peut-être une prochaine étape, je ne sais pas. Bonjour à tous, Madame Lucas et l'ensemble des personnes présentes. La genèse du projet Mémoire Nomade, en fait, remonte un peu plus d'une vingtaine d'années. Initialement, c'était né des cogitations principalement de Serge Chalon et de moi-même, puisque nous nous posions souvent des questions sur les noms des rues et la dislocation qui existait entre la perception ou la représentation qu'on se faisait des lieux et des rues et la mémoire collective. Un phénomène qui existe non pas seulement en Martinique, mais également en Guadeloupe, en Guyane, et en Guyane dont je suis originaire. Ce phénomène en fait a toujours quelque part, en tout cas me concernant, toujours provoqué un certain malaise. Donc la dislocation, la déconnexion entre les personnages qu'on voyait dans l'espace public et le fait que je n'avais pas de nom à associer, ou d'histoire, ou d'anecdotes à associer aux personnes, aux noms qui existaient dans les rues. Alors peut-être qu'en Guyane c'est spécial, mais en Guyane il y a eu beaucoup de polémiques, notamment par rapport à la rue Christophe Colomb à Cayenne, qui a été débaptisée et qui a été renommée récemment la rue des Autochtones. Il y a eu aussi pas mal de polémiques au sujet de la rue Boulevard Jublin. Le boulevard Jublin, donc le nom d'un gouverneur qui avait été associé à beaucoup de répression au niveau des esclaves en Guyane. Et son boulevard a été renommé boulevard Nelson Mandela. Donc c'est quelque chose qui apparemment tient beaucoup à cœur en Guyane. Et ça, c'était donc le sujet qui nous tenait aussi à cœur dans les premiers échanges à ce niveau-là. Et puis très rapidement, le comité de mémoire, qui est un groupe de personnes qui se posent énormément de questions et qui vient de milieux très différents. Nous ne sommes pas du tout uniformes, mais je crois que ce qui nous caractérise, c'est cette affection collective. Très rapidement, ce projet a emballé un peu tout le monde. Et donc très rapidement, l'idée c'était donc de s'intéresser au nom, parce que naturellement, le projet n'a de sens que quand on le reliait au nom des rues de Fort-de-France, qui initialement, dans certains cas, nous posait problème. Je me rappelle du nom d'une rue qui portait le nom d'un des co-rédacteurs du Code Noir. Enfin bon, c'est un souvenir que j'ai lointain. Il y a quelques années. Voilà, Bénac. Et donc c'était de vrais sujets de discussion qui nous occupaient. Et donc, l'idée initiale, ça a été au tout début, donc je vous dis que ça remonte à peu près à 20 ans, c'était donc de visualiser des hotspots. Puisque je suppose que vous vous rappelez qu'à l'époque, les téléphones portables, enfin l'accès à Internet n'était pas aussi démocratique ou facile qu'aujourd'hui. Donc il était prévu initialement qu'on mette la mairie Fort-de-France avait pris cette initiative, mais il y en avait pas mal d'autres mairies qui le prenaient aussi. C'était de mettre des hotspots un peu partout, en Martinique et également dans les lieux publics. Donc à ce moment-là, l'idée c'était d'utiliser
soit son téléphone portable, s'il n'y a pas d'accès Internet, soit une tablette, soit son ordinateur portable. Vous voyez, c'était un peu lourd, hein, parce que naturellement, ça nous faisait dépendre du hotspot. Alors, au tout début, l'idée, c'était, quand nous avions discuté avec la mairie de Fort-de-France, c'était qu'il y ait une page dédiée, c'est-à-dire que dès que vous rentriez sur le hotspot, automatiquement vous alliez vers une page verrouillée qui donc dépendait de la mairie et qui naturellement vous guidait vers un site web dédié. Et à ce moment-là, vous auriez eu l'ENAC, vous auriez eu l'ENAC, non pas l'ENAC, le BNAC touristique, mais le BNAC tel qu'il est, c'est-à-dire un BNAC avec le côté sombre aussi. Donc naturellement, le BNAC co-rédacteur, c'était clairement ça l'idée. Et puis donc on a beaucoup travaillé avec les gens de la mairie de Fort-de-France initialement, mais le projet a beaucoup tardé, on a eu beaucoup d'allers, de retours. Je me rappelle d'un échange, d'une réunion de travail avec Darcière, avec Annie Darcière à l'époque, qui était très favorable aussi à ce projet. Je me rappelle d'une réunion qu'on avait eue avec un avocat, Michaud, qui s'était aussi engagé à nous aider, mais le projet avançait, reculait, c'était très complexe. Et puis je me suis absenté de la Martinique pendant 6-7 ans, et pendant les 6-7 ans, Christian et Serge ont continué à garder le flambeau et à accumuler des réunions diverses et variées pour expliquer le pourquoi du comment et l'intérêt surtout sur le plan pédagogique, sur le plan citoyen, très important sur le plan citoyen, sur le plan aussi de faire corps, de réussir à avoir une communauté en termes de récit, que nous puissions avoir la même mémoire, une mémoire collective unifiée, même s'il y a des divergences, c'est normal. Donc Christian et Serge ont pris leur flambeau et puis ils se sont battus pendant les 5-6 dernières années. Et puis moi je suis revenu il y a 1 an et demi et Christian et Serge, à l'époque Serge était encore là, m'ont laissé entendre que les choses étaient en train d'accélérer à la grande vitesse. Mais alors pendant ce temps-là, bien sûr les technologies évoluant, depuis une dizaine d'années, la question du hotspot n'a plus de sens puisque tout le monde a accès à Internet. Alors maintenant le truc c'était de savoir comment réussir à diriger les gens vers les pages ou les serveurs spécifiques dédiés au lieu-dit, au toponyme ou à la personne dont on parle. Comment faire pour réussir à la guider? Et très naturellement, le dispositif technique qu'on appelle donc les QR codes, qui existe depuis une dizaine d'années à peu près maintenant, s'est imposé, c'est une évidence. Pas d'URL à saisir, et automatiquement vous avez un QR code qui vous guide directement vers le site. Et le site ou le serveur ou la vidéo, ou on va le voir plus tard, d'autres possibilités qui semblent émerger maintenant, et donc on va en reparler. Alors donc très naturellement le QR code s'est imposé et le projet QR code donc, a atteint sa maturité sur cette base-là. Donc rendant le projet plus accessible, plus simple, plus facile à mettre en œuvre. Et donc les possibilités techniques, à partir du moment où on a la volonté de mettre en œuvre, sont infinies. C'est-à-dire que le moindre lieu dit, par exemple, j'entendais pas beaucoup tout à l'heure parler du pont de Chêne. Le pont de Chêne, naturellement, si on passe devant le pont de Chêne et on dit pont de Chêne, c'est bon, quoi. Ça veut dire qu'on est étranger à soi-même et dans son propre pays, on passe devant le pont de Chêne, on ne sait pas ce que ça signifie. Si en revanche il y a un QR code sur le pont de Chêne qui pointe vers le serveur, qui permet de voir des photos anciennes, il y a 30 ou 40 ans, 50 ans, qui permettent de voir comment le pont était avant, qui permettent d'entendre un narratif, une voix, et qui permettent donc à ce moment de s'approprier réellement son espace, ça veut dire qu'à ce moment vous n'êtes pas étranger chez vous. Vous possédez votre territoire, c'est ce que ça veut dire. Alors donc très naturellement, derrière ça, il y a la possibilité d'avoir un espace global en Martinique où tous les coins et recoins de la Martinique prennent du sens. Ils ne sont pas en apesanteur, ils prennent du sens. Et puis bon,
sans dévoiler, parce que tout à l'heure on va en parler plus profondément, mais en échange avec Samuel Vaugirard qui est là, qui tient l'appareil photo pour le caméra, qui est lui aussi membre du comité de droit de mémoire. Parmi les derniers échanges qu'on a eus, et donc on s'est réapproprié collectivement, c'est l'idée par exemple qu'on puisse mettre aussi en œuvre derrière les QR codes des chatbots qui à ce moment soient connectés directement sur des IA avec des RAG, et à ce moment-là vous auriez des données qui seraient accumulées et qui permettraient de s'adapter à l'interlocuteur, puisque l'IA automatiquement peut s'adapter à l'interlocuteur en fonction de son niveau de connaissance et surtout au niveau linguistique. C'est-à-dire qu'on peut imaginer des IA qui soient optimisées pour répondre en créole, pour répondre en espagnol. Si c'est un enfant qui a 10 ans, ça ne s'adapte pas au niveau de l'enfant de 10 ans, pour que l'enfant puisse ne pas être dégoûté de la connaissance et qu'il puisse y accéder progressivement. Voilà, je pense que je n'ai pas été trop... C'est bon, merci. Il y a du boulot. Il y a beaucoup de boulot. Alors, je précise quand même, M. Caberia l'a dit, n'oubliez pas que c'est traduit en anglais, en créole et en espagnol. Exactement. Je vais poser cette question aux trois parce que je pense que c'est très important de pouvoir parler de ça. On est quand même face parfois à des questions un peu conflictuelles, des migrants conflictuels dans l'espace public. Et ma question serait comment on pourrait faire dialoguer justement l'histoire dans l'espace public, des histoires aussi un peu conflictuelles, et surtout est-ce qu'il ne faut pas avoir un peu cette dimension politique ou pas, et avoir ce doux équilibre, puisque vous êtes sur différents concepts, mémoire nomade pour M. Rachel et M. Caberia, et antipopofoya pour Madame Landy, et M. Pago pour apporter cette touche de voir comment on peut faire coexister en fait politique et histoire. Je vais donner la parole pour pouvoir équilibrer un peu, je ne suis pas féministe bien évidemment, mais à Madame Landy, pour qu'elle puisse nous donner justement, parce qu'elle a quand même commencé sur ça aussi, ça nous a donné un super panel sur cette dimension politique. Qu'elle puisse continuer sur cette question. En fait, vous voulez savoir, je sais pas, non, il n'y a pas de souci. Comment on peut faire dialoguer l'histoire dans l'espace public, et est-ce qu'on peut faire de la médiation en fait, de la médiation historique, culturelle, sans parler de politique, sans avoir cette dimension politique. Ma question est peut-être encore reformulée. Non. Mais alors, c'est une question piège. Non mais plus sérieusement, je crois que de toute façon, au-delà de ce que Christian a dit au tout début, la différence entre histoire et mémoire, bien entendu. L'histoire scientifique se fonde sur une lecture méthodique des sources et un croisement des sources. Après, dans l'espace public, c'est autre chose. C'est un projet politique, quel que soit ce qui se fait, quelle que soit la municipalité, même si le sujet apparaît comme purement informatif ou technique, il n'empêche que c'est un sujet politique au sens noble du terme, c'est pas de la politique politicienne, mais c'est un sujet politique dans la mesure où on va faire des choix de lieux. On ne peut pas faire tout, donc on va privilégier des lieux, donc quels seront les critères, on va produire un discours, donc qu'est-ce qu'on va dire, comment on le dit, qui le dit, d'où on parle, tout cela ce sont des choix politiques. Je crois que ce qui est le plus important, c'est d'avoir conscience de ce que l'on fait, d'avoir conscience et de le faire en transparence. La ville de Fort-de-France, pour prendre cet exemple-là, mais je pense que c'est la même chose pour Cayenne et pour Pointe-à-Pitre ou Basse-Terre. Ce sont des villes qui sont issues de la colonisation et qui, par presque essence, n'ont pas eu la possibilité de donner la voix au peuple.
si je puis dire. Même si en France aussi, il a fallu du temps pour que ce soit les voix populaires, les ouvriers, les femmes, les paysans qui puissent parler. Mais dans l'espace post-colonial, c'est encore plus visible, c'est encore plus fort, c'est encore plus prégnant. Et il faut peut-être commencer par... il faut qu'il y ait un travail en tous les cas, je pense, harmonisé entre des historiens, mais pas que, des anthropologues, des sociologues, voilà, des sciences sociales, et un projet politique le plus honnête, on va utiliser plutôt ce mot-là, le plus honnête possible, parce que l'espace public n'est pas un espace neutre, c'est l'espace de tout le monde. C'est ça, c'est l'espace de tout le monde. Donc, si chacun d'entre nous a son point de vue et veut inscrire son point de vue dans la pierre, ça va faire beaucoup de points de vue. Ça risque d'être extrêmement conflictuel. Donc, je crois qu'il faut travailler dans... Alors, il y a un minimum, il y a un socle commun. Mais il faut effectivement permettre, on va dire, aux résidents, aux gens qui sont dans la ville, de comprendre comment cette ville s'est construite, de quoi elle a été faite, qui sont ces personnes, qui sont ceux qui n'ont jamais rien dit, mais qui ont été, sinon pas les petites mains, mais peut-être les grandes mains. Et je crois que la recherche en histoire, en tous les cas, je ne connais que la recherche en histoire, je ne parlerai pas pour les autres sciences sociales, la recherche en histoire a beaucoup évolué. Aujourd'hui, ce qu'on appelle l'histoire par le bas, c'est justement de faire parler à travers de nouvelles sources. Pas des sources traditionnelles, à travers des nouvelles sources, comme par exemple des sources notariées, des sources judiciaires, des sources policières, des journaux intimes, etc. D'avoir accès à la parole, à cette parole intime auquel on n'a pas accès, quand par exemple on ne se base que sur des rapports de gouverneurs. Les paroles sont tellement bonnes que... Et même le code noir, si bien entendu le code noir a judiciarisé l'esclavage, on ne peut pas rendre compte de la réalité de la société esclavagiste à travers le code noir seulement. Donc ça demande un travail de décryptage de nouvelles sources. Quand on voit par exemple sur la période de l'esclavage des lettres de géreurs, des lettres de commandeurs qui écrivent à leurs propriétaires, avec les billets, bien entendu, avec les billets, mais on a accès à une autre vérité plus nuancée. En tous les cas, ce que je crois important, c'est de ne pas être dans le binaire, mais d'aller vers la complexification. De comprendre que la complexification permet d'approcher, non pas d'arriver, mais d'approcher à la vérité historique. Merci beaucoup, Madame Lambie, pour votre propos. Ça me permet de pouvoir poser la même question, s'il peut, à M. Pagot. Oui, est-ce que pour vous l'histoire et la politique peuvent coexister dans l'espace public? oui, j'ai entendu tout ce que disait Elisabeth. Oui, ça peut exister. Vous savez, tout à l'heure, tu as parlé de toutes les initiatives qui ont été faites. J'en ai oublié une qui est extrêmement importante. C'est lorsqu'on a fêté les 350 ans de la création de Foyal. Et lorsqu'on a fêté ces 350 ans de Foyal, on a fait tout ça. On a fait 40 manifestations dans l'année. Il y avait, on partait de, comment ça s'appelle, la porte du tricentenaire. On a fait toutes les statues, on a fait ça, avec Valérie à l'époque, qui était avec nous. Mais on a fait aussi l'histoire des différents lieux dont j'ai parlé. On a introduit le théâtre. Grâce au théâtre, on a pu faire rejouer des scènes sur Mako, sur les charbonnières de Fort-de-France, sur les dockers, etc. Nous avons fait une série de conférences sur
la fontaine Guédon, sur toute une série d'éléments. Et nous avons organisé aussi des rallyes dans la ville, avec des milliers de gens dans ces rallyes. Nous avons organisé des rallyes et nous avons fait aussi des visites guidées. Et pourquoi? Parce qu'il fallait précisément, pour fêter ces 350 ans, non seulement faire des conférences historiques, etc., je m'étais adressé à une série de gens, mais il fallait aussi voir les lieux mémoriels, il fallait comprendre, y compris le contexte politique. Alors, Elisabeth l'a dit, mais le contexte politique a souvent expliqué les... D'abord, elle parle lorsque les Blancs reviennent au pouvoir. Alors, peut-être qu'il faudrait juste mettre deux petites phrases derrière, c'est ce qui provoque l'insurrection du Sud, parce que les gens avaient marre de ça. Il y a 1856 et 1859, la statue de Joséphine, mais 11 ans après, il y a l'insurrection du Sud, à cause de l'affrontement qu'il y a eu. Lorsqu'ensuite vous avez eu tous les noms dans Fort-de-France, les noms de Lamartine, de, comment s'appelle la roue colorée là maintenant, la Garnier-Pagès, lorsque vous avez aussi l'avocat, vous avez la roue François Arago, vous avez... Et là, c'est quoi? Ce sont les radicaux, elle a dit, mais ce sont les radicaux qui se battent. Par exemple, ils vont changer le nom de la roue Blondel. Personne peut-être ne connaît ça, mais ma mère me disait d'aller faire des courses à la rue Blondel. Alors, qu'est-ce que c'était que la rue Blondel? Alors, il s'agit de Blondel de la Rougerie. Vous voyez bien ce que ça veut dire. Eh bien, la rue Blondel, c'est l'actuelle rue François Arago. Et on a donc enlevé le nom d'un catholique militant béquet pour mettre le nom de franc-maçon radical républicain. Je ne sais pas si vous voyez bien. Peut-être catholique et non pas musulman. Ou protestant, ou orthodoxe. Mais ensuite, donc, on change donc, ce nom. Et lorsque, après, vous avez la victoire des communistes en 1945, eh bien, il y a un quartier où, de ce quartier, il n'y a que des noms de rues avec des noms, des numéros. Il y avait la rue numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et puis, lorsque les quelques bourgeois qui possédaient des choses ont donné le nom, il y avait la rue Châtonnier, il y avait la rue Brickmer, il y avait la rue Desportes, c'était les rues qui montaient. Mais par contre, toutes les rues transversales, c'était... Alors, il y avait... Et puis là où il y avait les plus malheureux, il y avait la rue L'Enfer, il y avait la rue Coco, et puis il y avait la Koufouiapé, etc., qui existe toujours comme quartier. Eh bien, cette municipalité communiste change de nom, et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve, alors, par exemple, je suis né à la croisée d'une rue qui s'appelle Robespierre et Commandant Delgrès. J'ai trouvé ça extraordinaire. D'ailleurs, c'est deux personnages que j'aime beaucoup. Les deux. Eh bien, mon cas, on fait confiance là, parce que mon cas trouve où on forme tout le nom. Mais, oui, c'est bien. Mais ce que je veux dire, vous avez aussi la rue Bolivar, vous avez tous les gens de Lumière, vous avez vous avez Montesquieu, vous avez Voltaire, mais vous avez la rue Saint-Just, vous avez la rue Blanqui, un personnage qu'on a, vous avez la rue Marat, etc. Donc, vous avez là des gens qui ont fait un autre choix politique. Donc, oui, pour répondre à la question qu'a posée Mélodie, oui, la politique peut expliquer. Et lorsqu'on arrive à la statue de René Corail, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y avait, dans toutes les années qui ont précédé ce 1971, dans les années 60, toutes ces années 60, il y avait de jeunes militants qui se battaient, qui allaient dans la rue, qu'on excluait du lycée Schellcher, à qui on faisait passer des procès, à qui on leur interdisait d'avoir une bourse, etc., pour aller faire des études. Et ça, j'ai connu ça très bien, puisque je l'ai vécu. C'est-à-dire qu'on a eu toutes les années 60 cette bagarre. Et lorsque Césaire sort cette statue de René Corail, en fait, c'est la reconnaissance de tout un combat qui s'est mené dans toutes les années 60 avec
la parution de l'ouvrage sur le 22 mai qui apparaît en 1960, que nous vendions dans la rue et dans les quartiers pour faire connaître l'histoire, parce que les gens ne connaissaient pas le 22 mai. Ce qu'on faisait, c'était uniquement aller dans les manifestations pour chercher le 27 avril. Donc oui, l'histoire rejoint la politique, mais il y a toujours une lecture politique, alors au sens où l'a dit tout à l'heure Elisa, c'est pas la politique politicienne, c'est la politique citoyenne, au terme romain du terme, au terme grec du terme, la civitas ou au terme latin, eh bien on se bat pour la cité, pour faire vivre la cité. Eh bien c'est ça, c'est une politique qui, c'est cela. Et l'histoire donc rejoint. Donc il n'y a pas conflit entre histoire et mémoire. Il n'y a pas conflit. Il y a simplement que lorsque l'histoire alimente par les recherches un certain nombre de points, et bien après les gens comprennent. Par exemple, le dernier point, parce que je ne veux pas garder la parole, mais par exemple, dans le livre que je viens de sortir, je parle de post-colon. Et les gens du quartier ne savaient pas que post-colon avait été un haut lieu de combat pendant la Révolution française, un haut lieu. Et là, on découvre des choses, des noms. C'était le poste des colons qui se battaient contre la Révolution et qui se battaient pour qu'on n'abolisse pas l'esclavage. Merci beaucoup, M. Cagot. Madame Moutarel, juste une phrase. Je crois que ce qui est important que nous comprenions, c'est que la mémoire, ce n'est pas un culte idéaliste du passé. C'est ça. Parce que sinon, à ce moment-là, on peut aussi tomber dans un passé qui n'est pas glorieux que l'on va cultiver. Mais c'est, comme il disait, une condition de lucidité collective, citoyenne collective. Exactement, et c'est pour ça aussi que le procédé, les médiations, les choses, les outils existent pour pouvoir encadrer justement la mémoire et pouvoir la transmettre également. Je vais passer tout de suite la parole à M. Kabeya sur la même question, mais en incluant le digital, parce que c'est un outil qui permet de pouvoir encadrer, et à M. Jean-Étienne qui pourra conclure cette véritable honte. Oui, c'est-à-dire que les tensions politiques à chaque époque ont toujours existé. Et la tension politique. Oui. Il y avait des bruits. Tu peux y aller. Oui, non. Voilà, on n'est pas dedans. Je disais donc que les tensions politiques ont toujours existé, les approches de lecture différentes d'une même réalité ont toujours existé. Bien sûr, la réalité qui va l'emporter, c'est celle des dominants. Je ne vais pas insister trop longtemps, même si il y a archives et méthodes qui sont mises en œuvre, c'est certain que les dominés ne bénéficieront pas des mêmes attentions. Et moi, ce que je pense, c'est que, en fait, on est victime de ce que j'appellerais le syndrome Highlander. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette série ou du film Highlander, il n'y en aura qu'un qui survivra. C'est-à-dire que cette obsession du fait de couper la tête de l'autre pour pouvoir survivre et pour pouvoir dominer. Je pense que quelque part, nous sommes nous-mêmes imprégnés de cette façon de penser, si bien que, en fait, des thèses différentes, des subtilités dans l'approche de la lecture d'une réalité peuvent cohabiter en fait. Le syndrome Highlander n'est pas obligé de dominer. Là, par exemple, autant que nous sommes dans cette place, il y a des sensibilités très différentes, mais simplement, comme c'est moi qui ai le niveau, donc on a l'impression que c'est la mienne qui domine. Mais en fait, la vôtre est aussi valable. Et en fait, c'est toute cette mosaïque de sensibilité, de tonalité, qui quelque part tisse le réel. Et ce que je veux dire par là, c'est que déjà, quand une place était nommée il y a 70 ans, 80 ans de ça, le syndrome Highlander marchait à fond. Pourquoi? Parce que c'était dans la pierre que c'était gravé. C'est-à-dire que vous aviez un enjeu gigantesque qui était celui de fixer dans le temps une perception de la réalité. Et très naturellement, avec le digital ou le numérique comme on veut, les choses deviennent plus meubles.
puisque naturellement, quand on a un QR code qui pointe vers une page web, la page web on la change derrière. La page web peut être elle-même validée par un comité d'experts avec des sensibilités différentes, ce qui est bien qu'on peut arriver à un équilibre, entre guillemets, plus proche de la complexité du réel. Et là où je veux en venir, en fait, c'est que tout à l'heure j'ai parlé de QR code qui pourrait très bien être adossé à un chatbot. Alors, ceux qui ne savent pas ce que c'est un chatbot, je peux éventuellement donner un petit détail là-dessus. C'est simplement un dispositif numérique qui est caché derrière le QR code et avec lequel on peut interagir en lui posant des questions selon sa sensibilité. Pourquoi? Parce que en fait, toutes les sensibilités sont incluses dans la base de connaissances. Ça veut dire que je peux très bien dire, par exemple, si la thèse dominante ou la lecture dominante d'un personnage historique, c'est ça, mais je peux très bien demander au chatbot, qu'est-ce qu'on reproche à cette personne? Quelle est l'approche qui est antinomique par rapport à cette personne? Et à ce moment, j'aurai toutes les interviews, tous les textes qui vont arriver, qui sont critiques. Donc vous n'aurez pas une approche unique, apologétique, qui fasse l'apologie d'une seule et unique personne, d'une seule approche. Vous pouvez avoir des approches qui peuvent être critiques. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, Kokoro Enekorai a fait cette œuvre, et je peux très bien demander au chatbot, si on l'a inclus dans la base de connaissances, quelles personnes n'ont pas apprécié l'œuvre. Ben oui, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas apprécié l'œuvre, parce que ça n'existe pas l'unanimité. Donc, on peut arriver à quelque chose de beaucoup plus subtil et de beaucoup plus complexe pour aborder la réalité et pour la léguer aux gens qui vont arriver après nous. Je pense que là, comme ça nous permet, entre guillemets, non pas de neutraliser la politique, mais au moins de la gérer. Voilà. Pour compléter, je voudrais tout simplement, on ne peut pas faire l'impasse. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de politique culturelle. Et le mot politique, dans ce cadre-là, prend tout son sens. Maintenant, l'espace n'est pas neutre, l'histoire n'est pas neutre, la politique non plus. Et je pense que le bien qui pourrait réconcilier. Merci. Le bien qui pourrait réconcilier pas tout le monde, mais la majorité, c'est par la connaissance. Le vrai problème qu'on rencontre, c'est effectivement ce manque de connaissance de l'histoire. Alors, bien entendu, on pense tout de suite à l'école, on pense tout de suite aux professeurs qui doivent construire une réflexion après les élèves sur le temps, les initier aux grands pères historiques, les initier à la notion de permanence, de rupture, de continuité. Alors, comment faire pour qu'un plus grand nombre accède aussi à cette connaissance? Parce que c'est là, le jour où on aura des dénominateurs communs de connaissances historiques, je suis sûr que les choses iront mieux. Je sais que c'est idéaliste, mais je pense que c'est par là qu'on va arriver, parce que chacun a son point de vue, chacun effectivement a son parti, et les conséquences sont là. Je préfère parler de mémoire plurielle que de querelle mémorielle, mais la réalité est là. D'ailleurs, dans la démarche initiale de ce fameux mémoire nomade, nous avons l'idée que toute la Martinique pourrait être concernée. C'était une idée de Sersanon, on disait qu'il faut qu'on sorte de Port-de-France, qu'on aille voir le Lamentin, François. Partout, il y a eu des luttes, les grèves du François, les idées agricoles, les grèves marchandes, etc., qui ont laissé des traces. Et nous avons dans cette démarche, nous avons demandé une audience à la CTM, nous avons été reçus par M. Duverger et par Mme Michel Monroy. M. Duverger était très content de cette initiative qui lui a rappelé celle qu'on avait eue avec l'ancien. Et effectivement, nous, notre idée, ce serait de pouvoir trouver, comme disait Élie tout à l'heure, une institution qui pourrait gérer toutes ces activités mémorielles, formée d'experts, d'anthropologues, de sociologues, etc., afin de trouver effectivement un discours, pas qui plaise à tout le monde, mais qui corresponde à cette réalité et à cette contradiction, parce qu'on en a, à cette complexité. Et peut-être que si les choses avancent
positivement comme nous le souhaitons, on va avoir une système d'accueil parce qu'il faut accueillir le QR code. Il faut effectivement une structure qui nous permette d'être, comment je vais dire ça, ouvert à un maximum de données, mais en même temps à protéger ces données-là. Alors c'est l'avenir qui nous le dit là. Pour l'instant, on ne va pas aller trop vite. Pour l'instant, effectivement, il faut en même temps donner envie aux populations d'accéder à ces connaissances. On va voir comment ça fonctionne. On va pas mettre de caméra là-dessus. On va voir effectivement quel usage on en fait. Nos collègues professeurs, ils vont emmener des élèves de l'école voisine, ils vont emmener d'autres. Il y a une initiation à l'histoire qui est pratique et tout ce qui est de la mémorielle à partir de l'ouvrage Elisabeth Landy, à partir des démarches que faisait la jeune doctorante Valérie, merci. C'est comme ça qu'on va y arriver. Mais ça peut se faire aussi en famille. Et oui, pourquoi pas. Les familles du quartier voisin, la fidèle, eh bien, ils vont valoriser leur espace urbain parce qu'il y a eu ça. Et si on arrivait à faire famille avec une majorité d'événements historiques, je pense que c'est serait gagnant. C'est ce que vous pouvez dire. Merci beaucoup, M. Jean-Michel. Je vais conclure cette belle table ronde et j'espère que vous avez passé un très bon moment avec nous. Donc, je remercie M. Pagot d'avoir éclairci un peu notre lanterne sur la connaissance de l'espace de Fort-de-France. Je remercie Mme Landy et son initiative, son ouvrage sur Antime Pampanfoya qui permet encore plus et physiquement cette fois-ci de connaître l'histoire de Fort-de-France, mais d'un angle autre que l'histoire pure et dure. Et je remercie M. Caberia et M. Jean-Etienne de pouvoir expliquer leur projet qui est maintenant devenu une réalisation, parce que vous avez cette bande que vous allez pouvoir scanner et connaître un peu plus sur l'histoire. On pourra maintenant vous donner la parole, vous permettre de pouvoir rebondir sur cette table ronde et échanger avec les intervenants et les intervenantes présentes. Maintenant, la parole est à vous et poser les questions, peut-être aussi préciser quelque chose, que c'est une histoire, une anecdote que vous avez sur l'espace public, sur Fort-de-France, que vous avez connu aussi de votre vie. On va vous donner un micro. Voilà. Bonjour à tous les intervenants et merci pour tous ces apports. Mais ce que je voulais savoir, c'est à quel point vous en êtes réellement. Je n'ai pas compris, pardonnez-moi. Je n'ai pas compris à quel point on en est de la démarche que vous avez de mémoire globale. Est-ce qu'il existe devant les différents monuments des bornes que l'on peut avoir avancer? Non, pas encore. Alors, pour l'instant, le premier prototype qu'on a proposé à la mairie de Fort-de-France, j'en profite encore pour les remercier de la confiance qu'ils nous ont fait. Je remercie le maire Gérard, je remercie surtout Madame Santé, avec qui, effectivement, on a beaucoup travaillé. Et aujourd'hui, la réalité, c'est la ronde qui est sur la statue de René Corre. C'est vrai qu'elle méritait d'être comprise. Elisabeth a bien expliqué toute la structure. On va retrouver ces éléments-là dans le contenu de la bande, puisqu'on a effectivement dit qui était René Corre, en quoi consiste son art visuel, pourquoi il est différent des autres artistes, etc. Donc c'est déjà une éducation. Comme je disais tout à l'heure, il faut vraiment une connaissance pour aller plus loin. Ensuite, d'autres exemples suivront jusqu'à ce que ça devienne un itinéraire historique. En revanche, compte tenu des éléments que Élie a apportés, on peut encore aller plus loin. Le deuxième étage de la fusée, c'est cette fameuse pièce technique qui permet de dialoguer avec le QR code. Donc il y a une base de données historique, scientifique, avec des extraits, des images, de la vidéo, etc. Puis derrière, il y a cette question qui était contre la construction de la statue de René Corre. Ça donne une autre. Il n'y a plus d'opposition politique. La problématique politique est détruite. Puisqu'en fait, vous rendez accessible la complexité même du contexte dans lequel cette personne, son œuvre, ou je ne sais quel événement s'est déroulé. Et c'est une autre lecture totalement différente de ce qu'on faisait avant.
C'est pour ça que je vous ai parlé du syndrome Highlander. Il n'y a plus une tête qui doit... En fait, toutes les têtes peuvent survivre. Donc, pour l'instant, on connaît la technique, grâce à Eric, on sait comment ça fonctionne. On n'a pas encore, comment dire ça, les moyens financiers et d'y accéder, mais ça va venir. Ça veut dire que notre QR n'est pas non plus un truc figé. Non seulement il va permettre à la mémoire et à l'histoire de circuler, mais en même temps, il y a d'autres niveaux de... Et ça s'inscrit tout à fait dans les habitudes de nos jeunes d'aujourd'hui. Ils auront plus, nous l'espérons, envie d'y aller que de feuilleter un bouquin à la bibliothèque, ou encore si besoin. Et je pense qu'il nous faut maîtriser, s'approprier ces nouvelles techniques pour qu'on puisse effectivement en faire des études et la vie. Merci de votre question. Oui, bien sûr, le touriste, le citoyen, et tout le monde il faut sa part. Hein. Il y a des juristes qui sont très exigeants. Pourquoi il n'y a pas si? Est-ce que c'est. Bon. Juste pour prolonger la première question, et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, tu allais sortir du cadre de Fort-de-France et peut-être aller un petit peu plus loin, je voulais savoir ce que vous aviez prévu comme méthode et comme calendrier. Est-ce qu'il est prévu que toutes les villes de la Martinique soient associées à ce projet? Tu remercies Mme Chandé de sa confiance. Est-ce que notre maire a été approché? Est-ce que d'autres maires ont été approchés, ne serait-ce que pour faire des prototypes? Quelle est la méthode que vous pensez retenir et selon quel calendrier? Alors, il faut parler au but d'Amazon. C'est vrai que c'est magnifique. On a une liste, on a ciblé certaines communes, certains maires que l'on sent déjà, comment dire, disposés. Et l'idéal, la démarche, c'est de leur proposer un prototype. On ne va pas aller voir le numérique, mais voilà. Au Lamentin, on regarde un truc sur le discours, sur les soissons, etc. Voilà ce qu'on propose. Qu'en pensez-vous? On ira à Trinité et on va parler de l'assassinat de Bassignac. On ira ensuite au François sur la guerre de 1900. Il y a deux points. Donc, est-ce que c'est une méthode, est-ce que c'est une démarche? Elle est empirique, elle est effectivement très pratique. Par contre, il ne faut pas perdre de vue, comment je veux dire ça, l'appétit culturel, excusez-moi, l'envie de voir effectivement ces choses s'enlever, et c'est là que la politique intervient. On ne peut pas effacer la politique, qu'elle soit culturelle ou politique tout court. Et il y a aussi des lieux qui seront peut-être plus difficiles, je ne citais pas, mais rien n'était possible. En revanche, comment je dis ça, chacun son nom. Et j'ai envie de dire un proverbe qui me fascine de plus en plus, Zondoli capissé, sinon faut se comprendre. Donc, effectivement, on va le faire step by step. C'est plus sérieux, c'est comme ça. Y a-t-il une autre question, une autre réaction? Une question. Je voudrais quand même saluer le travail qui a été fait au musée de la Pagerie pour donner la parole aux esclaves. Parce que c'était un tout petit musée qui avait été fait avec les moyens du bord par le docteur Rosette et Madame Emmanuela et son équipe, avec Madame Rogers et Madame Jessica Pierre-Louis, ont fait un travail extraordinaire. C'est le seul lieu, me semble-t-il, sauf erreur de ma part, c'est quand même le seul lieu où on voit le nom des esclaves depuis l'inventaire après décès de la mère de Joséphine de Beauharnais. Donc l'inventaire avec leur prénom, leur âge et leur fonction. Et elle a introduit aussi ce qu'on appelle les douches musicales. Donc le procès de l'esclave Émilie a été repris et travaillé par Madame Radier. Et on peut entendre. Et ça, je crois que c'est vers cela aussi que nous devons aller et que les politiques culturelles, les politiques publiques culturelles doivent s'engager. C'est une très très belle réalisation qui est connue dans le monde. Et pour une petite île comme la Martinique, je trouve que c'est quelque chose à saluer. Donc comme elle est là, je voudrais lui rendre cet hommage. Parce que c'est important de dire ça aux gens quand ils sont là, pas après. Je m'associe à cette intervention. Merci Manuela d'être venu. Et effectivement, le comité de devoir de mémoire a eu l'occasion, avec Manuela Lévy, d'utiliser le site de la. Comment je dis là, de la patente du Moulin. On avait effectivement présenté le bouquin L'esclavage, une histoire des héros dans les lieux qui étaient effectivement à ce moment-là
inspiré d'une émotion particulière. Et le gros travail que tu as fait, grâce effectivement aux travaux de Pierre-Louis, Jessica Pierre-Louis, elle avait aussi changé l'itinéraire de la visite. Et elle a eu certainement des difficultés pour pouvoir imposer ça, parce que c'était pas tout à fait gratuit que moi. Bon, les choses étant ce qu'elles sont, la Pagie est en train de devenir un lieu plus agréable à visiter. Je vais dire ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre intervention? Attends, vous apportez. Bonjour. Comme je déboulonné, toutes statues et Fort-de-France. Fort-de-France, pas mes statues de Césaire. Donc là, c'est touristes qui ont vu, même nous les Martiniquais, nous qui derrière, pour ça, nous avons un vote en écrivain. Alors, est-ce que vous permettez un statut et des Césaire là, la savane? Parce que tout est là, vide là, ça considère ça un pays qui mort. Alors, essayez de regarder si vous pouvez faire ça, nous mettons un bel statut de Césaire, et puis pour ça, laissez-vous dans le parcours. Il aura dit que ça vient, que il y aura un bagage, quoi. Il n'y aura pas rien qui m'emmène, rien qui la française, il y aura un bagage. C'est juste. Ok, je nous connais. Je t'ai déjà parlé. Peut-être que Valérie peut répondre. En tout cas, il y a effectivement des choses à faire. Il y avait un projet très intéressant, un nouvel espace à Savane, avec des îlots. Le comité de gouvernement devait avoir l'île à mémoire. Mais, comment je vais dire ça? Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas connu pour autant. Il a au moins l'aéroport, quand il arrive à l'aéroport, c'est comme tout défilé, il y a de quoi. Il y a tout ce qu'on sait de lui, qui ont été en intérieur. Il faudra faire un QR spécial et des CD. Mais la statue, je ne sais pas. Est-ce qu'elle doit représenter la valeur de l'homme? Est-ce qu'une statue peut représenter à elle seule ses idées et ses ambitions? C'est un débat. C'est un très grand débat et alors je sortir un petit peu de mon statut de modératrice. J'aurais mis aussi des statuts de femmes parce qu'il y en a peu. La dernière en date, elle avait plus sa tête et on l'a carrément détruquée et j'aurais bien aimé quand même avoir des statuts de femmes qui ont été aussi des très grandes penseuses. Et par exemple Paulette Narda, mais aussi toutes ses sœurs, pas seulement Paulette Narda et ses sœurs, parce que les sœurs Narda ont eu chacune une action à mener, Suzanne Roussy, enfin voilà, alors peut-être pas une statue, mais en tout cas quelque chose qui pourrait permettre la connaissance des femmes noires qui ont œuvré aussi pour la Martinique. Je pense qu'on y travaille. Il y a un certain nombre de colloques en cours ces jours-ci. Exactement. Qui vont effectivement nous permettre de repérer, d'identifier des monuments ou des QR codes pour chacune. Exactement. Est-ce qu'il y a une autre question, une autre réaction? Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je voudrais savoir si cette conférence a été enregistrée. Parce que pour moi, ça aurait été dommage. Si je ne vais pas venir, parce que je me suis tordu le genou. Et comme je sais que Christian, ça fait 3 conférences que je vais voir depuis, notamment Blanchine, Elisabeth et Gilbert, je sais qu'on apprend toujours beaucoup de choses. Mais quand je regarde par terre, je ne peux pas dire que ce sont des jeunes, très jeunes, qui assistent. Alors moi, je dis, est-ce qu'on ne pourrait pas, de plus en plus, alors je sais que c'est un problème financier, mais est-ce qu'on ne pourrait pas enregistrer ce type de conférence pour pouvoir mettre à disposition notamment des profs d'histoire et autres, pour pouvoir nous permettre, pas à nous, mais à nos jeunes quand même, d'avoir un certain nombre d'informations que nous ne connaissons pas, mais que vous connaissez. Mais je suppose que derrière, il y a un problème financier. Il y a des pratiques qu'il nous faut aujourd'hui adopter systématiquement. Même si on n'a pas l'outil qu'il faut, avec le téléphone portable, mais je crois que ça a été enregistré en partie. Mais je suis d'accord avec ton point de vue. Il n'y a que des anciens jeunes parmi nous, si je ne me trompe pas. Bon, mais ça on le fait, c'est concernant la carrière. C'est encore un choix politique. Il faut effectivement qu'au CMA, par exemple, on se donne les moyens d'enregistrer toutes ces manifestations-là, de les classer, de les diffuser, de s'associer avec les archives. Parce que ça aussi, c'est tout est lié.
le QR code aussi a sa place aux archives par un lien invisible, mais qui existe avec toute la technologie nouvelle. On y travaille, mais là encore, il y a deux formules. La connaissance technique et scientifique qui te permet d'élaborer un projet, et puis deuxièmement, cette motivation de vouloir transmettre. Je pense que... C'est tellement vrai ce que vous dites, c'est-à-dire que cette réunion-là, elle doit être enregistrée, bon je le fais à titre personnel, mais elle doit être enregistrée, mise sur des serveurs, transcrite, et systématiquement, elle doit être, c'est des données, c'est des data, on peut exploiter plus tard. Et donc elle aura du sens, forcément elle aura du sens, elle est précieuse. Donc elle pourra être utilisée sur l'IA, elle peut être utilisée sur derrière un QR code. On a, en fait, tout ce qu'on va faire, systématiquement, dorénavant, on doit avoir une démarche qui est de collecter systématiquement les données. Là, je suis totalement d'accord. Olivier est très attentif à ce type. Olivier Jean. Je le vois. Merci encore d'être venu. Je remercie à chacun de nos intervenants et intervenantes, M. Jean-Étienne Christian, M. Kaberia Eric, Mme Landy Elisabeth et M. Gilbert Pajot. Merci aussi à la Ville de Fort-de-France et merci à vous de vous être déplacés pour pouvoir être notre comment on dit ça, en tout cas auditoire. Merci d'avoir été présent pour un dimanche après-midi. Merci beaucoup. Oui, un beau dimanche après-midi. Un beau dimanche après-midi. Merci beaucoup d'être venu. Et non, merci merci Madame. Merci à Mélodie Tamal. Merci à nos intervenants de l'après-midi. Nous vous remercions d'avoir passé cet après-midi avec nous dans le cadre du Gloyer 22 000 France. Nous saluons Madame la Présidente du Conseil d'exploitation du CIRMAC, Madame Valérie Bertanorio, l'élu du quartier de Fresnel, M. Miguel Lennon. Remerciements appuyés à Madame Annie Chandé, première adjointe du maire, pour son implication et sa confiance sur le Gloyer 22 000 France. Et merci au service production, service régie technique, service régie scénique du CIRMAC, et à vous, Coyalais et Martiniquais, d'être venus cet après-midi à cette inauguration de la première borne du parcours mémoriel Mémoire Nomade. Une bonne soirée à vous. Alors, avant qu'on s'en aille, il fallait que tu laisses quand même des post-scott. Avant qu'on t'en aille. Avant qu'on s'en aille. Je dois faire quoi? Post-scott. Tu connais ça? Non. Oui, si, tu connais ça avec tous les gens intelligents que tu as entourés. Avec tous tes enfants qui doivent connaître sur le système. On le sait. On va essayer vous-même. Quoi? Tu veux que je... Non, ça va. Je t'ennuie. Non, j'ai pas dit ça. Laisse-moi tranquille. Je vais me mettre debout. Ok. Même. Par là, oui. Je descends par là. Tout ça encore, mais comment ça a dit, mon petit? Parce qu'on est en mémoire d'enfer. C'est gentil. Et on ne peut pas oublier. Ça m'en doit là? On ne peut pas oublier. Parce qu'on a venu justement pour vérifier. À plus tard. Samuel. Mon quasi-frère, j'étais appelé tellement de fois, ma voix finit par s'ouvrir, ma voix finit par tomber.
Je me suis dit, mais c'est pas possible. J'ai fait un truc avec Tom. Non, sérieux. Hein. Je suis rentré dans des abîmes de questionnement. Je ne peux pas dire ça parce que tu sais, j'ai des problèmes avec le téléphone, des trucs, etc. Mais je pensais que peut-être. Non, je suis rentré il y a un an et demi, mais j'ai eu un accident. J'ai eu une fracture de la cheville droite. Double fracture de deux côtés. Je suis resté 6 mois en course. Avec des questions. Même pas. J'ai glissé devant ma boîte aux lettres et je venais de pleuvoir. Donc, pas casser des deux côtés. J'ai le tapis chez mais tout simplement c'est que pour moi, il reste quelque chose d'important. C'est un peu ta fille, parce que tu le connais depuis l'adolescence. Ah non, effectivement, il doit être brillant. En tout cas, c'est très bien. Merci beaucoup. C'est très bien. Ton contact maintenant, c'est quoi? Et tu as regardé. Toute la conférence est déjà construite. Alors, tu as mon numéro, ouais, c'est ton numéro. Oui, si on répond, si juste à arriver, bah ça, non, bah. Et ta fille, il a jusqu'à quoi? Beaucoup pas. Tu es gêné, Hector. Hector, tu es gêné aussi. C'est pas où c'est,